Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu, on refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent. Aujourd'hui, Entre deux gorgées reçoit une femme qui connaît le livre des deux côtés, celui de l'écriture et celui de l'édition. Angie Lolia a d'abord été autrice avant de créer sa propre maison, Des livres et du rêve, une structure indépendante née en 2017, où elle défend aussi bien le roman que le polar, le fantastique ou encore la bande dessinée. Derrière les couvertures et les catalogues, il y a surtout une aventure humaine, une vision, des paris, des coups de cœur et parfois quelques nuits plus courtes que prévues. Entre deux gorgées, on va parler d'édition indépendante, de manuscrits, d'intuition, de passion, de doute, de choix et de ce moment mystérieux où un texte cesse d'être un simple fichier pour devenir un vrai livre. Angie Lolia, merci d'être avec nous. On se sert quelque chose et on commence ? Et bonjour Angie, Salut. comment vas-tu ? Très bien, ravie d'être là avec toi. Eh bien bonjour Angie, dis-nous un peu, d'où viens-tu ? D'où je viens alors, effectivement, là aujourd'hui, on est en Belgique, mais je me suis un peu expatriée pour la semaine. Je viens de Vence. C'est une ville, une ville de 20 000 habitants, donc une grande ville quand même, près de la Côte d'Azur, près de Nice. Tu as grandi là-bas ? Je suis native de Vence. Comment était ta jeunesse ? Agréable. Elle était insouciante. J'ai l'impression que ça a un peu disparu. Enfin, j'aurais pas aimé être jeune maintenant. J'aimerais être encore jeune, bien sûr. Mais dans la jeunesse, dans les années, moi je suis de 82, donc génération 90. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'insouciance et de liberté. C'était simple. C'était peut-être plus simple, j'ai l'impression. Et comment était la petite Angie ? Ah, pas très sage. C'est-à-dire ? Je faisais beaucoup mentir mes parents quand ils disaient que j'étais infernale à la maison. Personne voulait les croire parce que j'étais sage comme une image, que ce soit en classe, que ce soit à l'extérieur. Mais j'ai fait la misère à ma mère et à ma grand-mère, malheureusement. Alors si tu devais te présenter sans dire éditrice ni autrice, tu dirais quoi ? Je suis une passionnée de livres. La littérature, ça a toujours été dans mes gènes. C'était inscrit au plus profond. C'était les livres et le cinéma. Voilà, c'était mes deux passions. Et depuis toute petite, depuis toute jeune, j'ai su que j'allais travailler dedans, autour. Enfin voilà, c'était. Je ne savais pas sous quelle forme, mais c'était obligatoirement avec des livres et avec du public et des rencontres. C'est quoi ton premier coup de cœur littéraire quand tu étais toute petite ? Le premier livre qui te vient ? J'ai bien aimé Albert Camus, L'étranger. Quand tu étais toute petite ? Ouais, je tombais vraiment dedans quand j'étais petite. Donc je lisais beaucoup de livres, pas forcément pour mon âge. Ado, je lisais les collections thrillers horrifiques, un peu comme euh, le Silence des agneaux et le vampire, Entretien avec un vampire. Voilà les livres. Ouais, c'est ce que j'aimais beaucoup lire. Et Albert Camus, ça a été presque une révélation parce que il y a ce côté où on est incompris et voilà, il y a un double discours plus on essaye de se justifier, moins ça fonctionne. Et de toute façon, on est condamné d'avance. C'est vrai qu'il y avait je sais pas, ça me parlait. Ça et Boris Vian, L'écume des jours, qui a d'ailleurs été adapté à merveille au cinéma. Et ce côté absurde, voilà, l'absurde est quelque chose que j'aime beaucoup. L'autodérision aussi, surtout, et ne pas se prendre au sérieux, c'est quelque chose qui me parle. Alors qu'est-ce qu'on découvre chez Angie quand on enlève les livres, les salons et les manuscrits ? On découvre des auteurs merveilleux, talentueux, gentils. Et voilà, ce sont des rencontres avant tout. Avant d'être un livre, avant d'être un manuscrit, c'est une rencontre entre deux personnes. Et
une alchimie qui se fait et une envie de travailler ensemble en fait. Et après, le but c'est de travailler sur le livre pour le sortir le plus abouti possible, mais en faisant grandir l'auteur, en le mettant en avant et en essayant de retravailler avec lui son écriture et de le faire émerger vraiment le meilleur de lui-même, et notamment au fil des livres. Ça se fait pas forcément en une fois. Tu as d'abord été écrivaine avant d'éditer. Est-ce que dans le fond, tu te sens encore d'abord autrice? Non, non, c'était c'est une de mes nombreuses carrières. Je l'ai aimée et j'ai adoré parcourir les salons et rencontrer des auteurs et tous ces échanges. C'est vraiment les moments d'échange qui sont importants. Ça me plaisait de faire la promo de mes livres et de les présenter au public et d'avoir aussi des retours, bien évidemment. Maintenant, j'aime mettre en avant mes auteurs et je savais que l'édition, de toute façon, ça m'a toujours parlé et c'était juste une étape intermédiaire que j'ai vécue pleinement et que j'ai vraiment adoré. Mais c'était juste une étape. C'était pas la fin de l'aboutissement, en tout cas, de ce que j'avais en tête. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, cette fois, je ne veux plus seulement publier des livres, mais je veux aussi les faire naître? Je pense qu'il y a eu une évolution dans la maison d'édition. Quand j'ai démarré en tant qu'auteur, j'ai eu la chance de démarrer voilà avec des auteurs extraordinaires, Jérôme Seguin, Eric Oliva, Jean Sicardi. Alors, Jean Sicardi, lui, il était déjà bien bien installé, bien évidemment. Mais voilà, tous ces auteurs-là, on a démarré ensemble et un jour j'aurai ma maison d'édition et vous serez chez moi. Résultat, j'ai monté ma maison d'édition et ils m'ont tous suivi. Donc ça, c'était une première étape. Et puis il y a eu le côté où enfin, pas que je réalisais pas, mais on se prenait pas au sérieux et on faisait ça bien, proprement et du bon boulot. Mais l'étape suivante, ça a été après de faire rentrer d'autres. Là, on était en fait en terrain conquis. C'était les amis. C'était un peu comme au bar des amis. Voilà, c'était un peu ce principe-là. Et après, voilà, on a fait rentrer d'autres personnes. On a eu des auteurs confirmés, des auteurs. Enfin, on avait un destin entre les mains. Et c'est là qu'il y a eu une bascule où c'était, même si le travail était bien fait, mais il y a eu un peu plus de professionnalisation aussi, un peu plus d'expertise. Puis ouais, il y a des choses qu'on n'imagine absolument pas quand on est quand on n'est pas encore dans l'envers du décor. Donc, faut pallier à ça aussi. Passer de l'autre côté du miroir, ça a changé quoi dans ton regard sur les auteurs? De me rendre compte que j'avais envie de m'occuper des autres. C'était être écrivain, c'est un peu égoïste. On écrit d'abord pour soi et après on va présenter son livre, on va parler de soi au public. Après on réclame un peu l'amour du public aussi en retour. Être éditeur, c'est dire aux lecteurs, presque au monde entier, qu'on a des auteurs extraordinaires qui sont extraordinaires et on doit les mettre en avant parce qu'on y croit, hein, parce que voilà, moi je sélectionne des livres qui me plaisent, des auteurs que j'aime et un peu comme un parent. Alors plutôt un grand frère, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même moins de liens de subordination, mais on est là pour s'occuper d'eux. Et du coup, on est enfin, il n'y a pas d'ego, au contraire, on a charge d'âme, on a charge de carrière et c'est ça qui est magique dans ce métier-là. Est-ce que le fait d'avoir écrit toi-même t'aide à mieux comprendre les fragilités, les attentes, les impatiences des auteurs? Oui, pas d'avoir écrit, mais en fait, le fait d'avoir écumé les salons et d'avoir rencontré plusieurs éditeurs, j'ai eu la chance. Alors, j'ai eu de bons éditeurs et de moins bons éditeurs, mais je sais ce que c'était. Je sais ce que c'était d'avoir à attendre une réponse, à stresser pour une inscription à un salon, à vouloir être défrayé parce que à cette époque, on n'a pas forcément un rond et que l'essence pour se déplacer, on
voilà, on se dit qu'on va pas forcément y arriver. Euh, les, les, euh, les doutes que est-ce que le salon va bien se passer, comment je vais parler de mon livre quand c'est un primo-auteur qui a jamais pitché son bouquin, qui ose même pas parler de lui. Voilà, tout ça, j'étais passée par là. Donc c'est vrai que j'ai pu anticiper sur certaines peurs, certains doutes, notamment le fait que quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas au départ. Quand on fait des salons, même s'ils sont sur une journée, hein, mais à plus forte raison des salons de 2-3 jours, on se prend une décharge d'amour. On a l'attention braquée sur nous et tous les gens qui viennent nous féliciter, qui viennent nous poser des questions, et voilà, on a tout le monde fourmille autour de nous. Et le soir, le dernier soir, quand on rentre, on se retrouve seul chez soi, un peu comme un artiste sur scène. Alors c'est pas des millions de personnes qui nous ont vus dans un zénith, mais c'est le même principe. Et ça m'a permis de le dire dès le départ à mes auteurs. La petite dépression de se retrouver seul, sans téléphone qui sonne, sans personne qui nous dit je tiens à toi, t'es beau, t'es grand, t'es fort. Ça c'était le petit plus d'avoir découvert ça déjà et de leur éviter certains écueils. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu es devenue éditrice? Au niveau de... Qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu es devenue éditrice? Je dirais pas surprise, mais le côté éditeur, on rentre un peu plus dans le dur. Donc, les relations libraires sont pas les mêmes que en tant qu'auteur. Bon, on vient faire le show sur leur stand. Ils sont là un peu pour s'occuper de nous en tant qu'éditeur. On est plus dans la négociation, on est plus dans le voilà, c'est une partie un peu plus technique qu'artistique. Mais après, c'est la charge de travail aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué. Et puisqu'on se dit tout, c'est aussi le côté où il y a un peu de tout dans le milieu de l'édition. Le problème, c'est ça, c'est que n'importe qui peut ouvrir sa maison d'édition, c'est qu'il y a des auto-édités. Je ne dis pas que ces gens-là n'ont pas de talent, parce que il y a du talent partout. Ça, c'est une certitude. Mais quelqu'un qui n'a pas de talent peut aussi être là. Et à côté de ça, on a des salons qui se démènent, qui veulent inviter aussi des auteurs qui ne sont pas connus et les mettre en lumière. Et sinon, d'autres sur lesquels c'est impossible d'entrer parce qu'on n'est pas, on n'a pas un auteur dont le nom a fait la une d'un magazine, ou parce que notre nom en tant qu'éditeur n'est pas connu. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là, le côté où faire ses preuves, c'est une chose, c'est évident, et tous les éditeurs vont dire que leurs auteurs sont merveilleux. Jusque-là, mais un peu plus d'équité. Des lectures de livres, par exemple, de manière totalement anonyme ou sans penser à l'éditeur, parce que malheureusement, une petite maison d'édition, ça peut desservir aussi à un auteur. Donc voilà, d'être un peu plus, un peu moins partial, en tout cas dans le choix des auteurs, par exemple, des sélections. Ça, c'est ce qui a été finalement pas tant surprenant, parce que bon, on se doute bien, mais on y a été confronté en tout cas. Parlons justement de ta maison d'édition, des livres et du rêve. Pourquoi ce nom? Alors, donc ce nom, c'est un jeu de mots. Des livres et du rêve, bien évidemment, des livres et du rêve, parce que à la base c'est une association, et il y avait aussi la partie animation, donc les livres pour l'édition, le rêve pour le reste, pour tout ce qui est animation. Et il y avait aussi donc le jeu de mots délivrer du rêve. Donc j'ai essayé de trouver un nom en double sens, et voilà, c'est ça, c'est procurer du plaisir aux gens. En fait, c'est ça si je devais résumer, ce serait ça. Quand tu as lancé la maison, tu avais surtout une envie de liberté, de cohérence, de découverte, ou un peu tout ça à la fois? Ouais, tout ça à la fois. Pour être libre, il faut être son propre patron, déjà. Pour choisir ses horaires, même si on bosse beaucoup, mais ça c'était un impératif. J'ai dû être salariée très très peu d'années quand même dans ma vie. Je préfère bosser pour moi, même si effectivement salarié, on a plutôt la sécurité de l'emploi et le salaire tous les mois, mais on doit pointer à l'heure, voilà, c'est des choses, c'était pas fait pour moi. Et puis l'envie
de choisir moi-même. Donc l'édition, c'est aussi, même si on a un comité de sélection, hein, bien évidemment, mais je lis moi-même personnellement aussi tous les livres et c'est mon choix. Ma maison d'édition reflète mes goûts en termes d'auteur côté humain et mes goûts en termes de littérature. Donc voilà, c'était cette liberté-là qui était importante. Créer une maison indépendante en 2017, c'était un pari, un coup de folie ou une évidence? On pourrait considérer comme un coup de folie, mais j'ai jamais fonctionné comme ça en fait. Quand j'ai une idée en tête, je la mûris, je la réfléchis, hein, bien évidemment. Et quand c'est le moment, j'y vais. Je réfléchis rarement aux conséquences en fait. J'y vais, je vois ce qui se passe, et je reste persuadée que il y a quelque chose, hein, des énergies qui qui nous positionnent sur la bonne voie, même si on a l'impression des fois que c'est pas la bonne voie, mais en fait ça nous amène vers une rencontre, vers et là, c'était le moment. C'était comme ça. Voilà. Ça s'est presque fait sur un coup de tête aussi. Donc, ouais, un peu coup de folie, un peu coup de tête. En fait, j'étais avec mon éditeur. Le dernier éditeur que j'ai eu, était juste extraordinaire. Et pour rebondir d'ailleurs sur la question, un peu plus tôt, je me suis toujours dit, si je dois être éditrice, je serai comme lui. Donc, m'occuper vraiment de mes auteurs, les chouchouter, essayer de les défrayer le plus possible, les payer chaque année déjà, ce qui est rare dans l'édition. Et en fait, avec cet éditeur-là, Axel, quand même, je me dois de le nommer, on a participé à un salon ensemble. Et quand on est arrivé ce jour-là, donc c'était fin 2016, rien n'était prêt. C'était un bazar sans nom. C'était limite à nous d'aller récupérer les tables, d'installer les stands. C'est où vous voulez, faites comme vous voulez. Donc bien évidemment, avec chacun qui va être le mieux placé, la plus belle table, la plus grande, et ainsi de suite. Un bazar sans nom. Et mon éditeur, il est incroyable. Si ça lui va pas, il s'en va. Il cherche pas à comprendre. Donc on est parti boire un coup. Et il me dit, on avait écrit un guide ensemble sur Vence, d'où je viens, et on l'avait décliné en visite guidée. Il m'a dit, pourquoi tu montes pas ton asso et tu fais pas des visites officiellement? Ouais, ok. Donc là, pareil, j'ai réfléchi et en montant les statuts, j'ai dit, maintenant si je fais une asso, dans les statuts, on doit mettre donc toutes les activités qu'on veut faire. L'animation, c'était une évidence parce que je tendais vers ça. Et après, j'ai dit, mais déjà l'édition, tu sais que tu vas y aller. Et voilà. Et ça a démarré comme ça. Avec le recul, qu'est-ce qui te rend la plus fière dans cette aventure? Je suis fière parce que j'ai réussi à ce que Délivrer du rêve devienne une maison d'édition dans laquelle on a envie de s'épanouir. Que j'ai beaucoup d'auteurs qui sont, on va dire, c'est pas du cooptage, mais les auteurs parlent entre eux, bien évidemment, et le nom circule et circule avec une belle réputation. Donc, je trouve ça chouette de partir de rien, d'être personne, et au final, je reste une petite maison d'édition et j'ai pas la prétention d'être une grande maison d'édition, mais de partir, ouais, d'être personne et de devenir un petit nom comme ça sur lequel voilà, on y pense, on en parle et on a un petit sourire. Ça me plaît, voilà, ça me rend fière parce que c'est mon bébé. Ta maison d'édition publie du roman, du polar, du thriller, du fantastique, de la BD. Comment tu tiens une identité forte avec des gens aussi variés? Alors, à la base, j'ai fait le choix d'être généraliste, et c'est vrai que je dis les premiers amis qui m'ont rejoint étaient des auteurs de polar, donc forcément ça commence à être en majorité, et au fur et à mesure, c'est vrai que c'est plutôt ces manuscrits qui arrivent à moi. Et donc c'était plus du roman déjà que de la BD. La BD, j'ai fait une rencontre formidable, c'était Mopi, il y a 5 ans maintenant, et c'était pas forcément, je savais pas vraiment faire en fait. Mopi, c'était la rencontre. Elle m'a présenté quelques lignes, hein. Elle avait juste un dossier de presse, elle avait pas encore la BD,
Et je suis tombée en amour de son personnage et de Peasley, donc les aventures de Peasley. Et j'ai dit, elle trouvait pas d'éditeur, ça faisait 10 ans qu'elle cherchait. J'ai dit, écoute, je sais pas faire, mais je vais apprendre avec toi. Si tu es partante pour l'aventure, on y va. Résultat, ça a été un carton. On a sorti 5 tomes. Elle tourne dans la France entière et elle a été primée plusieurs fois, notamment à Montsartou au Festival écologique, donc festival du livre qui est très engagé, du moins dans l'écologie. Donc ça a été une récompense très importante pour elle. Et donc de fil en aiguille, ça s'est diversifié le choix. L'identité, elle reste forte, BD jeunesse et polar. Donc le reste, ça va être un ovni dans l'année pour dire que oui, on fait autre chose. Mais je pense qu'on va aussi recentrer là-dessus parce que c'est ce que je sais le mieux faire, c'est le public qui me suit et c'est ce qui me plaît aussi le plus. C'est vrai que j'avoue que donc on recentre un peu quand même. Quand tu reçois un manuscrit, qu'est-ce qui t'accroche d'abord? La voix, le style, l'histoire, le rythme, ou ce fameux petit truc qui ne s'explique pas? Oui, je vais opter pour le petit truc qui s'explique pas, mais non pas par fainéantise, mais je vais quand même tenter de l'expliquer. Euh, on ressent un manuscrit en fait. Et le métier d'éditeur, c'est aussi de percevoir quelque chose. C'est comme recevoir un scénario. On n'a pas le film en tête, mais quand on fait partie du métier, le film arrive, on le voit, on voit les prises de vue, voilà. Et là, on voit quelque chose. On voit, alors, souvent, ce sont des manuscrits non aboutis, des premiers jets. Il faut dépoussiérer un peu tout ça. Et à un moment, on se dit, c'est un pari en fait, parce qu'on se dit derrière, il y a un diamant. Donc, des fois, on le polit et il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de rencontre avec le public, ça arrive. Mais souvent, quand même, si on est attentif aux petits signes, aux ressentis, ouais, il y a le diamant derrière. Est-ce qu'il t'arrive de tomber amoureuse d'un texte dès la première page? Tu te méfies justement de ça. Je reste sur ma première intuition quand même. Généralement, c'est rare qu'elle change. Si elle change, ça va être, enfin, si la première intuition est négative et qu'elle devient positive, ça va être la rencontre avec l'auteur. Il va se passer quelque chose et je dis, allez, on va travailler un peu plus, mais j'ai envie de travailler avec cet auteur. Sinon, généralement, ouais, je le ressens parce que j'ai le résumé en premier et parce que je sais pas, de suite l'histoire, je me fais mon avis. Enfin, c'est oui, c'est non. Je sais que l'histoire va me plaire ou pas. Et après, le style va faire que je vais dire bon, c'est un peu laborieux ou donc généralement dès le début, ouais, j'ai quand même un avis assez pas définitif, mais assez tranché. Beaucoup de gens imaginent le métier d'éditrice comme une vie de lecture tranquille avec une tasse de thé. On est d'accord que c'est un peu plus sportif que ça? La tasse de thé, on l'a. Hein. On lit beaucoup. Ça, c'est vrai qu'on lit énormément. Mais en tout cas, le métier d'éditeur indépendant et pas encore reconnu fait qu'on fait tous les métiers. Donc, on se rend pas compte de ça. On a l'impression, et beaucoup d'auteurs s'imaginent que on va lire le bouquin, on va leur faire le contrat, et puis demain il sort. Mais il se passe tellement de choses entre-temps. Et il y a beaucoup d'administratifs à gérer. Il faut négocier avec les libraires, il faut livrer les libraires, il faut corriger les manuscrits, il faut travailler avec le graphiste pour la couverture, il faut référencer les livres, il faut aller sur la Fnac, Amazon, démarcher les libraires. C'est énormément de travail. Il y a les inscriptions au salon, il y a après répondre toute la journée aux auteurs parce qu'ils ont toujours quelque chose à demander. Et au final, c'est un boulot de patron, c'est un boulot de secrétaire, c'est un boulot de livreur. C'est voilà, envoyer les livres pour concourir à des prix. C'est un boulot fou, mais on ne peut jamais s'ennuyer. Et systématiquement, si on se fait un planning du jour, il se passera quelque chose et on va s'en écarter. Après, on doit faire les maquettes et puis il y a une livraison urgente qui arrive.
on part en livraison, on rencontre quelqu'un, voilà. Et la journée passe ainsi très très vite et très dense. Qu'est-ce qu'un auteur attend de son éditrice et qu'est-ce qu'il ne devrait pas toujours attendre d'elle? Qu'elle lui réponde le dimanche. Déjà, non, alors, je suis très gentille tout le reste de la semaine. Le dimanche, je suis un dragon. Il ne faut pas m'écrire. Il ne faut pas essayer de m'appeler. J'envoie balader. Ça, c'est un fait. Non, là, un auteur attend de la présence, de l'attention, d'être rassuré. Et on dit toujours, on a un peu un métier de nounou aussi. Donc, c'est ça vampirise parfois quand on a besoin de temps, quand on est voilà sur leur maquette à peaufiner le livre pour qu'il sorte le plus beau possible et que toute la journée on répond à des questions, des interrogations, des demandes. Voilà, on prend sur notre temps, mais on doit être présent. Des fois, il n'y a pas trop de limites, mais ça fait partie du job. Hein. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de croire à un auteur avant même qu'il croie lui-même en son livre? Généralement, quand je reçois un manuscrit, c'est même l'inverse parce que il y a une différence entre un primo-auteur. Le primo-auteur amène son premier manuscrit et a l'impression que c'est la 8e merveille du monde, ce qui peut être le cas, mais a l'impression qu'elle est déjà comme ça terminée. Non, ils se rendent pas compte qu'il faut le recorriger plein de fois, même un auteur confirmé, on retravaille, on va chercher la virgule qui est de trop ou ouais, c'est souvent dans ce cas-là. Les auteurs ont plutôt les primo-auteurs ont plutôt l'impression d'être bons et ils passent par la phase déception quand on leur envoie des corrections monumentales. Ils se disent mais c'est si mauvais que ça. Non, c'est qu'on va chercher plus loin. Par contre, les auteurs confirmés qui ont un peu plus de notoriété, je précise, ont toujours ce syndrome de l'imposteur. Déjà parce qu'ils veulent aussi mieux faire pour contenter leur public. Et quand il y a eu un succès, ben c'est compliqué d'en avoir aussi un suivant. Et j'ai toujours l'impression ils sont un peu, excusez-moi d'exister en fait. C'est ça. Et t'es sûr, c'est bien, oui, c'est bien. Et puis quand on le retravaille, ah ouais, t'as raison, mais là c'est mieux. Ouais. Et petit à petit, ils se réapproprient leur texte en fait. Donc voilà, on a un peu ces différentes étapes selon les auteurs et selon les étapes aussi de travail accompli. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le paysage du livre actuel? Je pense c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est cette facilité pour faire émerger une maison d'édition, un auteur. Maintenant, on a du print on demand en plus, donc n'importe qui peut sortir un livre. Et voilà, et les petits se font snober par les grands. On a du mal à être sur des salons, on a du mal. C'est assez compliqué d'y voir clair. Il n'y a pas vraiment c'est un peu un champ de bataille. Les choses ont évolué parce qu'elles étaient très figées il y a encore quelques années. Il y avait vraiment que les grosses maisons d'édition. Maintenant, l'édition indépendante commence à gagner du terrain. Mais trop, parce que voilà, il y a du beau gazon, il y a du chien dent, on fait plus la différence et tout le monde est sur les dents pour trouver des salons. Les auteurs, certains auto-édités, vont être infernaux en salon avec le public qui passe. Les gens n'oseront plus venir à nous. Il faudrait séparer le bon grain de l'ivraie, mais une fois encore, qui peut dire que tel livre est bon, tel livre est mauvais? Voilà, on peut pas non plus. Il faudrait un peu régir ça peut-être, oui, mieux le réfléchir. Est-ce que tu arrives encore à lire pour le plaisir, sans penser à fabrication, positionnement, potentiel, correction? C'est compliqué, hein. J'ai la fameuse palle, comme c'est devenu le mot à la mode, qui ne cesse de grandir. Et c'est vrai que pendant mes vacances, je prends toujours 3 semaines par an. C'est mes seules vacances. J'aimerais, hein, j'achète beaucoup les livres de mes petits camarades, mais ça me rappelle quand même le boulot. Et quand ce sont pas des livres d'amis,
Je vois forcément l'envers du décor, on voit le squelette, on voit, tiens, il y a une coquille, et tiens, la mise en page, ah, celle-là, elle est pas mal, celle-là, j'aurais fait comme ça. Bon, c'est un peu compliqué. Et ça rappelle le boulot quand même. Donc, moi. Le livre que tu aurais aimé éditer. Ah, c'est une bonne question. À laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Alors, enfin, j'ai eu, alors sans le citer pour le coup parce que c'était un ancien auteur et ça parlait de génétique et c'est un sujet qui me passionne et quand alors, je l'ai édité pour un autre livre, mais quand il m'a fait lire son premier, j'ai dit ouais, c'était. Bon, j'ai un livre toujours dans les cartons, mais j'ai plus le temps d'écrire et plus l'envie pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour je le sortirai. Mais il y avait il y avait quelques idées similaires et ouais, j'aurais aimé l'avoir qu'il soit abouti tel qu'il a été chez lui. Mais bon, l'histoire est ainsi faite. Le cliché sur les éditeurs qui t'agace le plus. Que l'éditeur prend tout l'argent et que l'auteur ne gagne rien. Donc, alors, Oui, mais ça c'est vrai. fameux cliché. Alors, non, tu n'arriveras pas à m'énerver, je vais me justifier, tu verras. Mais non, alors, je ne parle pas des éditeurs qui ne payent jamais leurs auteurs une fois par an. Les droits d'auteur, c'est un principe, c'est un droit, et ça, c'est inexcusable de ne pas les payer. Maintenant, il faut savoir qu'en gros, hein, sur le prix du livre, quand l'auteur gagne 2, l'éditeur gagne 4. Voilà, ça c'est un fait. Dans ces 4, donc le 2, c'est un 2 à lui. Hein, il a rien, euh, il a dans sa poche. Le 4 va payer le défraiement sur les salons, l'hébergement, l'imprimeur, l'infographiste, le correcteur, les envois de livres. Au final, il reste rien. Et des fois, moins quelque chose. Donc, le ratio s'inverse fortement. Et là, le cliché n'a plus lieu d'être. Une qualité indispensable pour être éditrice. Euh, une seule, je vais résumer à la réactivité. Être réactif parce que il faut jongler entre différents interlocuteurs. Il faut switcher d'une activité à l'autre. On peut pas se permettre d'avoir un temps où attends, je suis où, qu'est-ce que je dois faire. Non, il faut y aller donc faut être réactif. Et réactif aussi en même temps. Quand on est plusieurs sur un même manuscrit, il faut être le premier à le lire pour dire à l'auteur je te veux dans mon équipe, viens chez moi. Voilà, c'est ce qui peut des fois faire la différence. Si tu pouvais murmurer une phrase à l'Anne J qui lançait sa maison en 2017, tu lui dirais quoi? Ne change rien. Fais comme tu le sens, fais comme tu le ressens et te pose pas de questions, ça va le faire. Qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs ressentent en voyant le nom des livres du rêve sur une couverture? Que c'est une maison d'édition qui gagne à être connue. C'est une maison d'édition sérieuse, mais avec des auteurs, je veux dire bien traités, mais on n'est pas à la SPA, mais heureux d'être là. Et donc ça se ressent forcément sur l'écriture et dans le travail et lors des dédicaces. Donc ouais, que c'est un gage de choses bien faites et avec amour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne encore envie de continuer malgré les difficultés? Euh, les rencontres. Les rencontres parce que le fait de gagner un peu en notoriété, on va dire,
du côté de la maison d'édition, ça me permet de rencontrer des auteurs que, mais même pas, je me serais imaginé aller leur parler un jour en salon du livre. J'ai et de voir en plus le côté humain. C'est vrai quand on les voit en tant que public, en tant que lecteur, ils sont derrière leur comptoir, ils sont presque inaccessibles, certains un peu en jouent, mais et après quand on les fréquente, bah ça devient des amis, on discute, ils sont gentils, on s'appelle, on déconne ensemble et voilà. Bah, des auteurs comme Gaël Péringuier, comme Sacha Herbel, c'est incroyable, c'est incroyable. Sacha, quand elle m'a envoyé son manuscrit avant de m'appeler, je dis mais c'est Sacha Herbel. Il y en a eu un récemment aussi qui m'a envoyé son manuscrit. Mais j'y crois presque pas. Je me dis que waouh quoi. Donc les difficultés sont largement balayées. Toute la fatigue, tout le travail accompli. C'est ça quoi. C'est rencontrer des auteurs qui de dingue et qui veulent venir chez moi, qui veulent travailler avec moi. Je peux pas être plus fière et ça peut pas être meilleur moteur. Alors Angie, est-ce que tu pourrais résumer ta vie en 30 secondes chrono? Allez, on y Top, va. c'est parti. Ma vie, c'est une succession de rencontres et de moments. C'est un peu comme dans Indiana Jones quand il va mettre le pied dans le vide et en fait le chemin se dessine à chaque fois sous ses pas. Ça a été ça, une rencontre qui m'amène vers un nouveau chemin et toujours avec un fil conducteur et toujours vers un même objectif. Et au final, c'est être guidé par ces belles choses, croire en son étoile et ça fonctionne. Top. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu, on refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuiles s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer.